D'où vient-il que, revenu de Pretoria, avec Akerimuna, il va à la télévision pour annoncer que Univers investit à Akerimuna? D'où vient-il? Si M. Nkumvando avait des ressentiments par rapport au fonctionnement de l'ATP, il aurait pu, puisque nous faisions partie de la maison commune, nous en faire grief, faire valoir ses sentiments, quelle que soit la nature. Il ne l'a pas fait. Alors, qu'ont-ils été négociés à Pretoria? Je n'en sais rien. Je rappelle qu'il n'y a pas eu que Nkumvando avec le bâtonnier à Akerimuna. Il y avait dans la besace aussi Agbombala. C'est une information que je vous fais. Michel Ndoki, mon ami. Et aussi, par ailleurs, Balaguer Nkot. Comme par hasard, tous ceux qui parlent aujourd'hui, même si j'ai eu des milliers de discussions avec lui sur la nécessité d'une coalition, il n'y avait pas plus opposé à l'idée de coalition que lui. Ah bon? Aujourd'hui, il est le porte, il a la coalition dessus des ongles jusqu'aux cheveux. C'est bien, il a évolué. Il a évolué. Il a évolué. Oui. alors, il faut savoir que Oh, tu en parlais tout à l'heure, Il voulait répondre. D'accord, merci. Le Saint-Germain, vous êtes justement de l'ATP. Vous revendiquez déjà avoir combien de partis? Une quinzaine? alors, il y a eu des défections. Des défections? Non, on s'attendrait à ce que vous passiez déjà à 25 ou 30. Mais si on a encore aux défections, ça complique votre démarche. Dans la société des hommes, il y a des émotions, il y a des calculs, il y a des combines que vous ne maîtrisez pas toujours forcément. Quand vous prenez le cas des déserteurs comme l'Nkumvando, qui était avec nous, qui a signé le manifeste, qui est un document central de l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique. D'où vient-il que, revenu de Pretoria, avec Akerimuna, il va à la télévision pour annoncer que Univers investit à Akerimuna? D'où vient-il? Si M. Nkumvando avait des ressentiments par rapport au fonctionnement de l'ATP, il aurait pu, puisque nous faisions partie de la maison commune, nous en faire grief, faire valoir ses sentiments, quelle que soit la nature. Il ne l'a pas fait. Alors, qu'ont-ils été négociés à Pretoria? Je n'en sais rien. Je rappelle qu'il n'y a pas eu que Nkumvando avec le bâtonnier à Akerimuna. Il y avait dans la besace aussi Agbombala. C'est une information que je vous fais. Michel Ndoki, mon ami. Et aussi, par ailleurs, Balaguer Nkot. Comme par hasard, c'est l'UPC Balaguer Nkot et Univers qui, de retour d'Afrique du Sud, investissent pour des raisons qui leur sont propres. Et ils ont eu de meilleurs arguments là-bas. Peut-être de meilleurs arguments que vous à la télé. Ça, c'est le problème. Moi, je sais, en tant qu'homme politique, la politique, c'est un acte d'engagement. On s'engage avec ses tripes, avec son corps, avec son esprit. Quand je signe, ma signature m'engage. Monsieur Nkumvando a signé le document du manifeste de l'ATP, qui est la boussole de l'ATP. Parce que contrairement au messianisme, au providentialisme évoqué tout à l'heure par le professeur Onangini, nous ne croyons pas. Mais un seul départ, un désistement. Non, j'y arrive. Nous pensons que quand on parle d'alliance ou de coalition, on se réunit d'abord autour d'une table, on évoque les idées programmatiques. Vous allez battre campagne sur quoi? Sur des flonflons venus des nuages ou de Jupiter? C'est bien sûr des idées. Il faut un programme politique. Et si par bonheur, il y a un gouvernement où les Camerounais vous accordent leur suffrage, il va bien falloir gouverner, mais sur la base de quoi? Il fallait un texte, une vision. Nous l'avons gravé dans le manifeste. Je rappelle qu'au mois de juillet, il y a eu une conférence en Kolongo, ici à Yaoundé, où on a présenté à la presse ce document, le manifeste, que j'ai oublié de vous rapporter sur le plateau. Monsieur Nkumvando a signé. Il s'est retiré de manière mystérieuse. Balaguer pareil. Alors, est-ce qu'il y a eu des dossiers mercantiles ou une certaine vénalité? On peut pas le savoir. Je pose la question. D'accord, on peut pas le savoir. Mon petit doigt me dit que oui. Parce qu'il n'y a pas de raison, très franchement, que nous sommes ensemble dans une coalition. Vous avez lu le texte. Vous avez participé à la confection des textes. Je rappelle que nous avons travaillé chez le bâtonnier, ici, à Bastos.
ici à Yaoundé. On a commencé à travailler ensemble. Nous avons peaufiné, écrit. Ça a pris du temps, mais finalement... Est-ce qu'ils ne vous ont pas lâché parce qu'ils ont entendu que vous prépariez autre chose? Par exemple, non. Par exemple, vous appelez plutôt au primaire des élections. Votre nouvelle position a l'impression que vous compliquez encore Jean-Jacques Zé, la marche vers une coalition. Vous êtes un journaliste... Oui, allez. Jean-Jacques Zé, vous êtes un journaliste aguerri, avisé. Mais avant tout ça, vous êtes d'abord un homme, un adulte, majeur et vacciné. Oui. Quand vous avez des récriminations à me faire, vous le dites, d'autant plus qu'en conclave, il n'y a personne, ça n'est pas ouvert au public. Donc, on essaie de dire ce qui dans les textes pose problème. Si c'est la manière... Vous ne perdez pas beaucoup de temps à vous intéresser à ce désistement-là, au lieu de construire avec ceux qui sont avec vous. Mais justement, on le fait. Non, c'était pour vous rappeler à ceux qui nous regardent la genèse de ces déserteurs Fingon, finalement. Parce que l'espace camerounais est pollué des gens en déficit criard d'intégrité et d'éthique politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'acte politique ou l'action politique laisse à désirer. Nous pensons que l'éthique doit encore se mettre au cœur de la politique. Et c'est le crédit que nous pouvons apporter aux populations, au peuple, qui ont envie de voir des hommes et des femmes crédibles sur la scène politique. Ça n'est pas le cas. Donc il est important de le rappeler. Maintenant, est-ce qu'on continue? Bien sûr que si. Nous avons la semaine dernière tenu une conférence ici à Yaoundé, où nous avons représenté notre vision au peuple camerounais. Nous avons rappelé l'histoire. Disons que maintenant, nous sommes en phase très avancée. Il y a le process de primaire, digitale ouverte. Je rappelle que c'est un process inédit, pas seulement au Cameroun. C'est pas des primaires. Primaires ouvertes. Oui. Parce qu'à l'époque, il y a eu des primaires, mais fermées. Notamment, rappelez-vous, entre le docteur Ndamjoya et le chairman Nijan Frondi. C'était des primaires fermées. Bon, moi je veux savoir, fermé ou ouvert, digital ou pas, en termes de timing, si vous êtes encore en train d'envisager les possibilités de primaires, est-ce que vous ne perdez pas beaucoup de temps? Pas du tout, nous ne sommes pas ébranlés. Regardez le dernier Kida, M. Ndjekam Tchameni, qui s'est permis de s'autoproclamer contre les valeurs du texte porte-parole. C'est une fonction qui n'existe pas. À la TP, ça n'existe pas. Avec des aventuriers pareils, comment voulez-vous construire? J'ai tout le respect pour les camarades. Quand on se met au boulot, il y a un minimum de discipline. On ne fonctionne pas dans l'anarchie. Donc, pour dire que nous travaillons, nous sommes à la phase technique des primaires, nous avons des contacts, bien sûr, déjà arrêtés avec des web opérateurs qui vont mettre en branle la faisabilité technique de l'affaire. Et je rappelle que c'est la première fois ici au Cameroun que nous allons organiser des primaires ouvertes. C'est-à-dire quoi? C'est pas ouvert par rapport aux candidats. La liste des candidats est arrêtée. C'est ouvert par rapport à tous ceux qui veulent prendre part en tant qu'électeurs, n'est-ce pas, aux primaires. Regardez par exemple, pourquoi dit-on digital? Chez vous, les journalistes, il y a les awards, il y a les canals d'or, il y a tout ce que vous voulez. Ça se passe très bien, les votes en ligne. Ça se passe très bien. Et c'est une innovation majeure. D'accord, on le comprend. Et donc, nous continuons sereinement. Sur le plan de la vision aussi, on comprend. La vision, là, on a il reste la question du timing. Et le timing est là. Évidemment, en janvier ou février, on aura connu le candidat de l'ATP. Et ensuite, on rentrera dans la phase de la pré-campagne électorale. Voilà ce qui se passe. Il peut y avoir des incidents de parcours. C'est un fait humain, ça peut arriver. Néanmoins, l'ATP n'est pas ébranlée. Nous continuons, bon an, mal an, notre travail. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes la seule vraie coalition. Parce que tous les autres, ce sont des fan clubs, ils ont un messie autoproclamé et ils sont derrière comme des comités de soutien. D'accord, le décor est planté. Le décor est planté. L'ATP est en train de mettre en place un système pour arriver aux primaires et choisir un candidat d'ici janvier. En termes de timing, lorsqu'on va vers une présidentielle, si elle se tient effectivement au mois d'octobre, il va rester beaucoup de temps parce qu'il y a le temps pour la convocation du corps électoral, pour le dépôt des candidatures. On a l'impression que ça se resserre et d'où notre préoccupation avec ce calendrier, avec ces exigences et qu'on en soit encore à combattre telle coalition n'est pas crédible à un Messie et nous on est les meilleurs. Tout ce décor ne facilite pas la marche d'une opposition solide vers les élections. L'opposition n'est pas prête. Elle doit s'apprêter. Et pour s'apprêter, elle doit faire un certain ménage en son propre sein. Il ne faut pas attendre que lorsque quelqu'un vous quitte pour trouver qu'il est un traître. Vous aurez pu savoir avant
si effectivement il y avait une activité intellectuelle, une discussion sur les bases, le schéma, etc., vous aurez pu savoir que tel n'est pas d'accord avec nous. Donc, si vous avez des discours comme ça, ou un couvre-d'or, et maintenant traité de traître, est traité de figon, etc., etc. Je vois mal comment, avec de tels discours, vous pouvez rassembler grand monde. L'opposition n'est pas prête. Donc le travail se poursuit. Je suis de ceux qui sont optimistes. Et travaille sur quoi cette opposition? Elle doit travailler premièrement sur le fait que tous les acteurs se rendent compte que individuellement ils ne peuvent pas gagner. Ça, c'est la première chose. C'était la première partie du travail. Sur ce terrain-là, nous avons progressé. Tous ceux qui parlent aujourd'hui, même si j'ai eu des milliers de discussions avec lui sur la nécessité d'une coalition, il n'y avait pas plus opposé à l'idée de coalition que lui. Ah bon? Aujourd'hui, il est le porte, il a la coalition dessus des ombres jusqu'aux cheveux. C'est bien, il a évolué. Il a évolué. Il a évolué. Oui. Et là où il est, je crois qu'il évoluera encore. Parce que la coalition doit aussi se constituer sur des bases objectives. Là, il y a encore un grand travail à faire. Chacun pense encore qu'il peut être, c'est lui, la coalition doit se faire autour de lui. Olivier Billet est devenu le porte-parole, je ne sais pas, le centre d'une coalition. Kanto est le centre d'une coalition, etc., etc. Soutenu par Nietzsche, votre ami. Là aussi, il y a un travail à faire pour que les acteurs que nous voulons rassembler se rendent compte que toutes sortes de coalitions ne nous est pas utile. Premièrement, celle que les Ndjamènes font est une mauvaise coalition qui doit disparaître et je vais la combattre. Je vais l'aider à quitter ce camp. Parce qu'une coalition qui se propose de présenter un candidat de consensus doit être faite autour des gens qui ont la capacité institutionnelle à être candidat. Jamais plus d'une dizaine de partis politiques. Je veux bien savoir lesquels. Mais je constate que depuis qu'on lui demande les partis qui constituent sa supposée coalition, il ne le dit jamais. Il dit seulement qu'il y a une quinzaine. Oui. Alors, il peut avoir une quinzaine de partis incapables d'investir. Alors, il faut savoir tu en parlais tout à l'heure, je t'ai c'est une quinzaine qui n'existe pas. Il voulait juste répondre. D'accord, merci. Vous nous amenez pas à prendre le public. Non, il ne faut pas qu'il réforme ce que je... D'accord. Essayez de vous tolérer. Et c'est moi qui choisis mon destin politique. D'accord. Merci. Vous avez parlé tu as choisi ton destin. Personne ne choisit ton destin. Sauf que les choix impactent sur le destin. Laissez ces choix. C'est moi qui parlais. Défendez-vous. En 2020, allez-y. Je continue donc. Qui vient bavarder? Je continue. Tu as des gens qui, dès qu'ils se sont rangés à l'idée de coalition, sont devenus des organisateurs de coalition où ils rassemblent des partis politiques qui n'ont aucune existence réelle, Zana, les Mignèmes et patati et patata, une panoplie de partis dont aucun n'a un élu. Une panoplie de partis qui n'ont jamais été à une élection. Et alors? Ils peuvent jouer sur la force du nombre aussi. Ce type de coalition ne peut être voué qu'à l'échec. Pour la raison fort simple. C'est que personne ne peut accepter que ce type de coalition produise un candidat. Si Ndjamène est candidat, son propre parti ne peut pas l'investir. Cela veut dire que si on dit que c'est Ndjamène le candidat, il faut qu'on lui trouve un parti qui va l'investir. Alors on se rend compte qu'on n'a pas évolué. Au-delà des choses à l'heure qu'on avait évolué, mais je vous ai dit que sur la question
de la pertinence des coalitions, la manière de les construire. Il y a encore du travail à faire et nous sommes en train de faire ce travail. Et nous y arrivons sur le timing. Vous êtes en train de... Ne soyez pas plus pressés que nous sommes à 10 mois. Oui, 10 mois. Nous sommes même à 11 mois. Décembre n'est pas encore fini. À janvier, on sera à 10 mois. Mais même à 10 mois, vous n'êtes pas très certain que cette élection aura lieu compte tenu des forces. En tout cas, elle est censée avoir lieu. Voilà. Donc je reviens maintenant sur l'essentiel. Je reviens sur l'essentiel. La coalition doit se constituer autour des gens qui ont premièrement la capacité à remplir les conditions légales de candidature. Après, on essaie de me coaliser avec M. Maurice Kamto. Si M. Maurice Kamto ne peut pas être un candidat au sens légal, à quoi ça sert? Il peut l'être. Non, je ne vais pas tout demander. C'est moi qui vous parle. Il peut l'être radicalement, il peut l'être. On sait qu'il peut également l'être parce qu'il y a une autre procédure qui permet qu'il soit candidat. S'il te plaît. Oui. Nous tous, nous sommes de vieux acteurs. Et ce serait faire injure à notre bon sens que de nous dire que des choses sont possibles alors que nous savons qu'elles ne sont pas possibles. Deux choses. Est-ce qu'Akelimuna peut être candidat? Deux choses. Est-ce qu'Akelimuna peut être candidat? Deux choses, je réponds. Deux choses. Est-ce qu'il peut être candidat? Je vais répondre à votre truc. Répondez pour qu'on avance. Est-ce qu'Akelimuna, lui, peut être candidat? Monsieur Kamto est un chef de parti. Oui. Son propre parti ne peut pas l'investir. On est d'accord là-dessus. Ce qui constitue un handicap majeur. Mais il peut être investi par un autre parti. C'est ça le handicap. C'est ça le handicap. Que vaut un chef de parti qui va être investi par un autre parti et qui le sera parce que lui ne peut pas l'être et qui ne peut pas l'être à cause de ses fautes politiques. Est-ce que je suis en train de montrer, dans votre esprit, il y a des gens qui sont bannis de la candidature ou de l'impossibilité de se rallier derrière? Ta question est d'une pertinence inouïe. Je viens de faire une émission mercredi sur la légitimité des ambitions. Et là-dedans, il y avait le porte-parole du PCRN, enfin, de M. Kabalibi, et le secrétaire général adjoint du MRC, qui a fait, lui, le secrétaire général adjoint du MRC, la démonstration que toutes les ambitions n'étaient pas légitimes. D'accord. Et en particulier, il a fondé sa perception de la légitimité sur la conformité déjà à la loi, à la légalité. Il y a des gens qui se disent candidats aujourd'hui, qui au sens du code électoral, nous savons qu'ils ne peuvent pas l'être. D'accord. Ils font beaucoup de bruit. Je vous cite quelques-uns. Moi, je ne suis pas de nature à ne pas citer. Olivier Millet peut être candidat? Il peut être investi par un parti politique. Ah, donc il a un parti, mais il va aller chercher. Il peut l'être. Une gens qui parle ici ne peut pas être investi. Il va aussi aller chercher. Donc vous faites une coalition d'un groupe d'individus qui passent tout le temps à aller chercher. Il achève d'abord. Permettez qu'il achève. Ça veut donc dire que dans la recherche de ce rapprochement entre les différents acteurs, nous devons faire taire certaines ambitions. D'accord. Privilégier celles qui structurellement peuvent fonctionner. Si monsieur... Je vous donne l'exemple. Prochain tour de parole. Monsieur Kabalibi, permettez-nous de vous ont-ils la même posture politique? D'accord, c'est bon. Que monsieur Ndiaye et monsieur Olivier Blais. Je garde votre question. Il répondra. Monsieur Ndiaye, non, je vous ai pas donné la parole. Permettez que j'intervienne avant pour établir les règles du jeu. Nous ne sommes pas en train de faire un clash entre Elibi Lobé et Célestin Djamène, sinon on manque de respect à nos téléspectateurs. Vous êtes des leaders politiques, vous avez des visions à présenter et à vanter, à défendre. Si on entre dans les querelles de basse-cour, je ne suis pas sûr que ceux-là que vous allez solliciter demain vont venir vers vous. Donc je ne vous donne pas la parole maintenant, mais vous gardez la question. Non, je vais faire l'arbitrage, s'il vous plaît. Là maintenant, c'est moi qui fais l'arbitrage. C'est moi qui fais l'arbitrage.
il parle avant vous et vous revenez plus calmement. Parce que si je vous laisse répondre directement à Louis Lobet, ça ne va pas bien se passer. Alors, Valère Bessala, sur cette question de timing, et vous écoutez les uns et les autres qui ont des options et des visions, est-ce qu'en termes de timing, on va avoir une opposition prête ou un candidat sorti de l'opposition qui sera prêt? Je crois que le professeur vous a dit, c'est une vérité. L'opposition n'est pas un monolithe. Il n'est pas un seul élément qu'on peut considérer comme un bloc homogène. Non, vos deux questions, moi je les résume. L'opposition sera prête. Elle n'est peut-être pas encore prête. Je crois que ce que vous appelez clash sur le plateau vous en dit long déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà un travail qui est fait. Parce que s'il n'y avait pas déjà un travail qui était fait, il n'y aurait pas de mésentente. Parce que c'est parce qu'il y a déjà un travail, mais on ne s'entend pas toujours sur les approches. C'est pour ça qu'il y a ce que vous appelez clash. Moi, je voudrais d'abord vous dire que je félicite René N'Djamène pour le choix de la logique de coalition qu'il a fait. Parce que je n'aime pas toujours revenir sur ces genres de choses-là. Moi, j'ai pris du recul par rapport à leur approche là. Ils connaissent les raisons. C'est pas le lieu ici de venir nous tirailler. C'est pas important. Pour l'aîné Limbi, je crois que, et d'ailleurs aussi l'aîné N'Djamène, je crois que les premiers mouvements, les ressentis ou les soubresauts d'unification de l'opposition, c'est nous trois. Vous avez invité, mais je crois que c'est peut-être Dieu qui vous a inspiré. C'était à la télévision qui est à côté de vous, là, à 1 kilomètre. On sortait justement d'une émission. Et puis on a émis l'idée, on a dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. C'était en 2022. C'était en mars 2022, moi je ne peux pas oublier le mois. Alors l'aîné, Limbi m'a dit, la prochaine fois je t'apporte mon document sur Kautal. Il m'a apporté le document, je l'ai récupéré. Bon, il y a un autre qui l'a pris, bon, c'est pas un problème, mais je l'avais quand même fait une photocopie. On s'est mis en lien, on a commencé à travailler sur un projet. On le connaît, Opposition Unie et Solidaire. On a travaillé, c'est après que les aînés Bilé et les autres sont arrivés, les Ndjokam sont venus de Douala, on a organisé une réunion ensemble à Yéné, là-bas, chez l'aîné à Sigana, vous vous en souvenez, et puis c'est parti. Bon, le reste de l'histoire, ça va créer des problèmes, je n'en parle plus. Je comprends. Nous sommes restés, moi je suis resté dans la logique de base. Opposition Unie et Solidaire, puisque nous avons travaillé d'arrache-pied, voilà l'aîné qui est là, sur les fondamentaux de cette affaire-là. C'est un gros document de près de 120 pages. Bon, quand ils ont commencé leur affaire, moi j'ai dit, pour moi, je reste sur la logique de base. Quand vous aurez terminé là-bas, si c'est bon chez vous, je viendrai, il n'y a pas de souci. Si vous échouez, vous reviendrez à la case départ et on va continuer. C'est pour ça que dans la logique Opposition Unie et Solidaire, on a l'aîné Sambaka, en fait, que nous avons placé au-dessus. Bon, il a quelques petits soucis de santé, je crois qu'il était en Afrique du Sud. Pour conduire, pour coordonner. La logique d'Opposition Unie, non, c'est pas le candidat. Pour coordonner l'affaire, il est en Afrique du Sud, il a quelques soucis, il va revenir. Et on s'est dit, le temps aussi pour ceux qui sont avec nous, parce qu'on est environ 35 déjà dans Opposition Unie et Solidaire, de mûrir. Parce que vous savez, le véritable problème, pourquoi l'opposition n'est pas prête, c'est que au-delà des conflits de génération que nous dénonçons tous les jours, nous la jeunesse, de manière globale, dans la gestion du pays, ça existe aussi dans l'opposition. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'il y a des aînés qui pensent qu'en fait, comme ils sont des grands baroudeurs de l'opposition depuis des années, qui, quelle que soit la personne qui vient après eux, ils doivent toujours prendre les devants. Comprenez? Donc ça fait que nous autres, bon, moi j'ai fait Ce n'est pas nouveau, on a connu dans des tentatives de coalition par le passé. Je vous donne donc ce premier problème, oui, pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce dont souffre l'opposition. Un problème d'ego. On a ce véritable problème. Je suis là depuis 90, depuis 2000, depuis 20 ans, il faut ceci, ce n'est pas moi. Bon, ils ne disent pas ça comme ça, mais vous le savez à travers leur façon d'agir. Vous voyez? Et de deux, c'est que, bon, vous arrivez hier, bon, si on va vous soutenir, ça c'est la deuxième chose. C'est-à-dire, quand vous approchez un aîné, parfois vous l'écrivez. Il lit bien, puisque le WhatsApp ne ment jamais, excusez-moi le terme. Quand on a lu, on sait qu'on a lu. Mais il ne vous répond jamais. Il ne vous répond pas. Mais il viendra peut-être un autre jour, envoyez-moi les documents, il finit de les lire. Après, un lendemain, il vous appelle pour dire, je viens de créer autre chose. Et vous sentez qu'en fait, il est dans une copie conforme de ce que vous lui avez envoyé, un travail collectif, pour en faire autre chose, où il prendra les devants. Donc il y a cette manque d'honnêteté qui se trouve dans l'opposition. Et maintenant, il y a d'autres, et ça c'est le pouvoir en place qui joue. Donc vous citez l'ego, le manque d'honnêteté. Et là maintenant, il y a l'influence, il y a les influences extérieures, notamment le pouvoir. Vous savez, je suis du système, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, je travaille au système, je suis dans le système. J'observe les aînés, beaucoup, c'est pas tous, hein. Vous allez vous rendre compte que dans l'opposition, il y en a qui sont là. On leur a promis deux ou trois choses, parce que le pouvoir le fait, hein. Le pouvoir, il vous appelle par personne interposée, on vous reçoit, bon, d'autres entrent à gauche et à droite. On dit, bon, le prochain mouvement, gouvernement, vous serez là.
Donc calmez-vous, allez doucement. Alors il va vous gérer là. Vous pensez qu'il est avec vous, alors que c'est lui qui gère le temps parce qu'on lui a promis quelque chose, ça va arriver, et donc il n'est pas avec vous. Voilà, il n'est pas avec vous, il n'est pas avec vous, il est avec vous, ça devient très compliqué. Vous voyez? Donc il y a ces promesses. Il y en a aussi d'autres qui se disent, ça c'est la quatrième chose, c'est que bon, je ne vais pas appeler, je ne vais pas donner le nom à ça, je vous donne le plaisir de donner le nom à ça. C'est-à-dire qu'ils pensent toujours que si eux ils rentrent dans votre logique, qui peut-être serait bonne pour la plupart, c'est qu'ils viendront faire de vous quelqu'un dans le milieu politique. Donc il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas avec vous. Vous voyez? C'est ça, cette peur de l'opposition. C'est-à-dire la peur de l'opposition qui est davantage liée à l'individu même, leader des partis d'opposition. Donc ça fait que, il a parlé de légitimité. Nous avons donc un véritable problème. Est-ce que nos ambitions profondes sont des ambitions légitimes, c'est-à-dire les ambitions acceptables par le peuple? Parce qu'en fait, nous levons, nous créons des partis politiques, nous sommes déjà 370. Et chacun se dit qu'il est président de la liste, sera le président de la République. Je me dis non! On ne peut pas être dans un pays de 370 et penser que tout le monde, il y aura 370 sièges de Paul Biya. Et nous allons tous asseoir. Il n'y en a qu'un seul. Oui. Organisons-nous pour qu'au moins ce peuple-là ressente que nous avons envie de faire changer les choses, que nous sommes de bonnes intentions. Alors, si l'aîné a sorti ce débat, moi je ne suis pas d'accord avec lui. L'aîné est limité sur ce point. Parce que on ne peut pas dire que le président Kamto ne peut pas être candidat. Non. Il y a les 300 signatures au-delà de ceux qui peuvent aller chercher un parti. Est-ce que c'est mauvais d'aller chercher notre parti? Le problème c'est, quel est le bon, pour ceux qui sont des perfectionnistes, le meilleur candidat ou les meilleurs candidats de l'opposition? Je viens de dire deux choses. Le ou les bons, le ou les meilleurs. Ça veut dire qu'à l'état actuel des choses, ces questions fondamentales ne sont pas posées. On est encore dans les... Mais c'est là où nous allons, c'est là où nous allons. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à nos frères de l'opposition que il ne peut pas, le prof l'a dit, il est difficile qu'on ait un candidat unique, je viens de donner des éléments, puisque les égos et tout. Mais on peut avoir au moins un petit noyau de bons ou de meilleurs candidats, parmi lesquels le peuple peut choisir. Parce que moi, je suis resté, parce que moi, j'ai appris dans mon métier, ma petite expérience. Dans tout ce que vous faites dans la vie, il faut toujours avoir au moins un plan A, B, C, D. C'est-à-dire que vous avez un plan A, si ça échoue, plan B, si ça échoue, plan C, ainsi de suite. Vous comprenez? Mon plan B, c'est qu'on peut avoir au moins 2 ou 3 candidats de l'opposition. Vraiment, l'affaire de on a 20 candidats contre 24, 25, oui. Si vraiment on n'est pas tout à fait d'accord, regardez par exemple les logiques. On a ATP, oui. On a la logique de APC, et notre petite logique qui va peut-être redémarrer en janvier ou février, opposition Vie et Solidaire. Ça fait au moins 3 candidats. Vous voyez? Ça fait que les 3 candidats peuvent se retrouver un moment et peut-être à la ligne d'arrivée fusionner. Parce qu'il ne s'agit pas pour moi en 2025 de candidats. Pour moi, je ne sors pas là. Il ne s'agit pas de candidats en 2025. Il s'agit de programmes et de projets politiques. C'est pour ça que dans notre logique, nous on s'est dit, nous allons continuer à travailler. Et peut-être que le moment venu, si on trouve que le candidat de ATP, bon, il est peut-être celui qui a le plus de carrure, comme on dit, le plus de charisme, et peut-être qu'il pourrait capter davantage de légitimité, on peut le suivre, mais à condition que les programmes soient fusionnés. Vous comprenez? Parce que le peuple n'a pas besoin d'un providentiel, comme disait le professeur tout à l'heure là. Il a besoin d'un projet qui puisse lui montrer effectivement que la personne qui va le porter est une personne d'abord sincère, est une personne de bonne moralité, de bonne psychologie, et qui a des outils, qui est apte à pouvoir porter un projet de changement et de révolution pour ce pays. Parce que j'aime le dire, et dans le programme que nous sommes en train de préparer, par exemple, pour la jeunesse, que nous ne pouvons pas nous situer dans une logique de rupture de l'État ou de rupture de la société politique. Nous devons aller dans la continuité. Biya, il fait son désordre avec ses amis, les ministres, ses créatures, mais celui qui viendra ne va pas dire tout ce qui s'est passé avant. Ça ne concerne pas, vous comprenez? Donc son projet politique, le projet politique remplaçant de Paul Biya, doit être un projet dans la continuité, mais dans l'amélioration, le changement, la révolution. Parce qu'en fait, je prends l'objectif, 2035, émergence. Donc vous pensez que celui qui va venir va dire, mon émergence en 2050, ça vous va perdre le temps. Non, il doit maintenir l'émergence en 2035 en se disant, comment on fait des bouchées doubles à travers mon projet politique pour l'atteindre et ne pas faire souffrir le peuple davantage.